pénaliser des gangs de rue qui tirent au AK-47, à la Kalachnikov, c'est un peu la base de toute civilisation. Si on n'est pas capable de faire ça, on n'est pas capable de faire grand-chose. Et là, pour le coup, ben, OK, d'accord, ben, il faut penser à la légitime défense, pourquoi pas, si l'État n'est pas capable de faire les choses. Les peuples européens, moi, j'ose croire qu'ils ont encore une pulsion de vie assez grande pour renverser la table. You don't have the cards right now. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode du Rendez-vous des Barons. Alors, les abonnés de longue date connaissent déjà ce format puisque je le réalisais à l'époque sur la chaîne YouTube de Livre Noir. Et bien maintenant, c'est sur ma chaîne, même si on est dans les studios de Frontières. Et j'ai pour premier invité, un invité de marque, Alexandre Cormier-Denis, qui nous vient tout droit du Québec. Monsieur Cormier-Denis, comment vous allez? Ben, ma foi, je vais très bien. Merci de me recevoir dans votre superbe studio. Toujours un plaisir de venir voir on dit les cousins atlantiques, mais pour moi, c'est plutôt des frères. Les frères français. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être en France et venir voir le bon milieu de droite nationale, qui est quand même foisonnant, malgré la situation compliquée dans laquelle se trouvent et la France et l'Europe. Il y a quand même des forces vives dans votre nation, donc ça fait toujours plaisir de voir ces forces vives, de leur serrer la pince en chair et en os et de ne pas tout faire en visioconférence. Donc, c'est un plaisir d'être là. Ça rappelle en plus l'époque difficile du Covid, tout ça, les distanciels infernaux. Mais c'est ce qu'on disait d'ailleurs en off tout à l'heure, lorsque l'on parlait du fait qu'en France, il y a quand même une marge de manœuvre beaucoup plus importante pour la droite, alors qu'au Québec, c'est quand même extrêmement difficile. Oui, c'est très difficile. On n'a pas la même tradition politique. On n'a pas de grand clivage gauche-droite. C'est la France un peu qui a inventé ça avec la Révolution française. Nous, on est plus dans une sorte de libéralisme un peu mou à l'anglo-saxonne. Ça vient de notre histoire parlementaire. Ça vient du fait qu'on est une société aussi, comment je dirais, plus homogène, plus petite. On ressemble peut-être plus aux sociétés scandinaves, hein? Une homogénéité même politique plus grande. Donc, on n'a pas cette tradition très radicale d'une gauche très dure, d'une droite très dure qui s'affrontent. Donc, ça donne une espèce de centre mou, un peu parfois inintéressant, qui est au pouvoir. Alors, ça peut s'expliquer parce que, historiquement, les conditions de vie ont été plutôt bonnes et que notre clivage politique, au fond, s'est axé sur autre chose que le clivage gauche-droite. C'était le rapport que, finalement, les Canadiens français avaient avec la majorité au Canada, c'est-à-dire les Canadiens anglais, notre rapport à l'Empire britannique. Donc, ça s'est plutôt clivé sur le rapport entre le Québec et le Canada que sur la question gauche-droite. Mais évidemment, comme toute société occidentale, on est aussi traversé par ces courants-là, la place de l'État dans la société, évidemment, la question identitaire, la question migratoire, qui font un retour en force chez nous. Évidemment, chez nous, c'est un peu particulier parce qu'on a toujours eu la conscience que l'immigration a été instrumentalisée par l'Empire britannique un peu pour nous marginaliser politiquement et démographiquement. Donc, l'immigration fait partie un peu de la question de l'immigration, je devrais dire plutôt, fait partie un peu de notre ADN politique. Mais maintenant, ça se pose dans diverses questions, dans diverses déclinaisons, parce que c'est une immigration extra-européenne, ce qu'on ne connaissait pas au 19e siècle. Bon, il y avait des Irlandais, des Écossais qui étaient instrumentalisés par l'Empire britannique pour nous noyer démographiquement. Mais eux, ils faisaient du whisky au moins. Ah, pardon? Eux, ils faisaient du whisky. Ou du whisky et du gin, tout à fait, exactement. Du whisky, et du gin et du rhum qui venaient des Antilles britanniques. Là, on est à autre chose. On est dans une espèce d'utopie que j'ai qualifiée en fait de dystopie canadienne, où on essaye un peu, le Canada se présente un peu comme le phare du cosmopolitisme mondial. Hein. Le premier pays post-national, la fameuse phrase de Justin Trudeau, là, qui quitte d'ailleurs ses fonctions. Premier pays post-national qui a inscrit le multiculturalisme dans sa constitution. Donc, on fait face à des gros défis identitaires et les institutions de l'État fédéral canadien sont contre nous. Hein, c'est-à-dire, finalement, veulent nous dire qu'en fait, le Canada est un État qui n'est que la somme des suites de vagues d'immigration qui l'ont composé, alors que c'est un petit peu plus complexe que ça, parce que oui, évidemment, il y a la question de la prise de possession du territoire par les Européens il y a 4 siècles de cela, mais il y a un peuple qui est enraciné, notamment au Québec, où finalement, cette population française qui a pris racine en Amérique du Nord est le fondement de l'État québécois et le fondement de ce qui était appelé à l'époque le Canada français. Et comme tous les peuples, je dirais, européens, on n'a pas à devenir minoritaire chez nous.
et la défense de notre culture, la défense de notre civilisation, de notre modèle de société, de ce que nous sommes fondamentalement, doit passer, selon moi, par une remise en question de ce modèle multiculturaliste canadien, de ces politiques d'immigration massive. Je rappelle que le Canada est le pays qui subit les changements ethno-démographiques les plus importants de tout l'Occident. On a une immigration en proportion de la population qui est 2 fois plus importante que la France, qui est 2 fois plus importante que les États-Unis. Alors que la France est une superpuissance culturelle, les États-Unis aussi. On est un petit peuple, les Québécois, on a à peine de reconnaissance statutaire par l'État fédéral canadien. Et on nous dit, ah ben oui, voilà, par une espèce de magie là, du sol, hein, ces vagues d'immigrants vont devenir de bons Québécois patriotes, alors que l'État fédéral leur dit même institutionnellement de conserver leur culture. Hein. Dans les documents officiels de l'État canadien, on leur dit de conserver leur culture. Et même, vous voyez, même avec le logiciel républicain français, on a de la difficulté à assimiler maintenant les vagues d'immigration. À cause du nombre, peut-être à cause de la provenance, à cause des incompatibilités aussi. Donc, ça crée beaucoup de problèmes en Europe. Et nous, on est coupable un peu de reproduire l'exemple français, l'exemple belge, l'exemple allemand, l'exemple britannique, alors qu'on voit très bien tous les problèmes que ça cause. Donc, je dirais que la question, évidemment, migratoire, la question démographique, est vraiment quelque chose qui ressort dans la vie politique québécoise de plus en plus. Et j'ai l'impression que nos prochaines campagnes électorales sont très axées là-dessus pour les prochaines années. Donc, dans ce sens-là, c'est un point de convergence avec ce que vous vivez, évidemment en France, mais également plus généralement en Europe. Alors justement, vous avez parlé de l'Europe et des vagues migratoires, et il y a un sujet que je voulais aborder avec vous, parce que la différence de ce format, c'est que je vais vous montrer des vidéos, et on va en discuter ensemble. Donc je suis un peu un boomer parfois sur tout ce qui est question technologique. Donc je compatis entièrement. Ah, c'est terrible. Alors là, je vais vous montrer une vidéo qui a été filmée en Suède. Alors je vous donne l'iPad. Oui, d'accord. Appuyez sur le petit triangle en haut, et je vous laisse regarder. Ah, sympathique. C'est pas du feu d'artifice, hein. D'accord. OK. Donc, pour vous expliquer le contexte de cette vidéo, on se trouve en Suède. Et en fait, la Suède connaît depuis maintenant plusieurs années des problématiques de gangs. De gangs, donc... des Suédois. Des Suédois. Alors là, pour le coup, c'est des Suédois qui sont arrivés avec les vagues migratoires des années 90, aussi avec des vagues... ils ont ouvert quand même pas mal les valves. Ils ont ouvert énormément les valves, surtout à partir de 2015 et de la crise migratoire. On voit aussi des problématiques similaires, donc que ce soit à Marseille avec tout ce qui est des aides-mafias, les macro-mafias. On sait que, par exemple, les Pays-Bas ou la Belgique succombent à ce qu'on appelle le narco-État, c'est-à-dire quand les structures de l'État sont touchées par le commerce de la drogue. Qu'est-ce que ça vous évoque, ces images, quand vous voyez qu'on se trouve en Suède, un pays qui a longtemps été considéré comme paisible, qui fait partie d'ailleurs de ces pays un peu exemplaires, au même titre que la Norvège, le Danemark, la Finlande. Et là, on voit un règlement de compte à la Kalachnikov. Je vous donne aussi une autre information. Le garçon qui tient cet AK-47 a 13 ans. Oh mon Dieu. Voilà, un gamin de 13 ans donc, qui a été payé pour un règlement de compte, pour éliminer une cible. Qu'est-ce que ça vous évoque quand vous voyez ces images-là? C'est catastrophique. C'est-à-dire, chez nous, en plus, la Suède, ça a toujours été vu comme le modèle de la gauche social-démocrate québécoise. On dit, la Suède, merveilleux, voilà, ils sont féministes, ils sont social-démocrates, regardez leur état social, ils sont très bien. Oui, c'est une population extrêmement homogène aussi, hein, il fallait le dire. C'est pas une population qui a connu, justement, des vagues d'immigration très, très fortes à partir des années 60, comme l'ont connu d'autres pays en Europe de l'Ouest, notamment la France. Donc, c'est dramatique. Enfin, qu'est-ce qui se passe, en fait, dans ce pays? Je pense qu'on a aussi un taux de viol absolument fulgurant en Suède. Les statistiques étaient sorties il y a quelques années de ça. Donc oui, changement de peuple, changement de population, ça amène un changement de civilisation. Moi, c'est toujours ce que je dis. Ça amène, oui, en effet, il faut le dire, des populations qui peuvent avoir des tendances un peu plus criminogènes que les autres, voire même beaucoup plus qu'un peu plus. Donc, oui, c'est un problème, et ça fait partie un peu de la naïveté, je pense, des peuples européens en général. Je pense que on peut comprendre la naïveté de pays comme le Royaume-Uni ou la France qui ont eu des empires coloniaux
et qui ont fait venir des populations anciennement qui venaient de cet empire, en se disant, bon, ben, on a réussi par le passé à assimiler de façon assez relativement facile, avec des frictions, mais relativement facile, d'autres peuples européens. Donc, on va faire venir ces populations-là, on va les faire travailler. Le patronat était un peu, évidemment, favorable à tout ça, hein, faut pas se leurrer. Le patronat et la gauche culturelle qui voit un petit peu l'enrichissement culturel, la diversité culturelle comme quelque chose de merveilleux. La combinaison de ces deux forces-là, on fait en sorte qu'il y a eu une certaine naïveté là-dessus. Et puis, on s'est dit, voilà, mais ça va bien se passer au final. Tout ça va s'agréger, les populations vont bien s'assimiler, et ça va, dans le creuset, voilà, de nos nations, ils vont réussir à s'intégrer. On voit que c'est pas mal plus compliqué que ça. Or, je pense qu'on peut raisonnablement avoir une sorte de sympathie pour la France et l'Angleterre qui ont commencé ça très tôt. Mais une fois que les autres pays européens ou les autres pays occidentaux, je parle ici notamment, pour le coup, du Québec et du Canada, lorsqu'ils voient les conséquences de cette immigration massive, extra-européenne, avec des statistiques assez claires sur la surcriminalité, sur les problèmes d'islamisation, sur les problèmes de l'islam politique également et du djihadisme, on se dit, mais ça suffit la naïveté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des expériences qui se sont mal passées, France et Angleterre, ça ne sert à rien de reproduire la chose. Donc oui, je pense qu'il y a eu une extrême naïveté des dirigeants européens. On est encore plus naïf, en fait, qu'on l'a été. Les dirigeants actuels de l'Europe du Nord ou de l'Allemagne sont plus naïfs aujourd'hui que l'étaient les dirigeants français ou britanniques des années 60. Parce qu'à l'époque, ils pouvaient y croire. Maintenant, on le sait que ça ne fonctionne pas, que ça crée des problèmes. Évidemment, toute la question de l'immigration repose sur un narratif, en tout cas chez nous, c'est le narratif qui est très sorti, sur celui du PIB et du vieillissement de population. On n'a plus de travailleurs, hein, le ratio entre les retraités et les actifs est en train de s'inverser, donc on a besoin de forces vives pour la nation, on ne fait plus d'enfants. Donc en fait, il y a un bassin très grand de personnes venues de l'hémisphère sud, au fond, qui veulent venir en Occident, on les fait venir. Et puis, ça fait augmenter le PIB. Donc, la pensée, ce mélange de pensée un peu marxiste à gauche, qui veut un peu renverser l'Occident blanc, capitaliste dominateur, par l'importation d'une population immigrée qui est vue comme le nouveau prolétariat, en quelque sorte. C'est vu que les marxistes ont échoué au point de vue économique, ils se sont transférés d'un point de vue culturel. C'est le marxisme culturel, dominant contre dominé. Finalement, les nationalistes sont vus ou en tout cas, je dirais, la population occidentale est vue comme la nouvelle bourgeoisie à abattre. Et les classes immigrées, même si elles peuvent venir de cultures réactionnaires, sont vues comme le nouveau prolétariat révolutionnaire, qui peuvent abattre finalement cette société capitaliste un peu trop conservatrice, alors qu'on est dans les sociétés les moins conservatrices du monde. Et ils sont alliés, au fond, là-dedans, avec une partie du monde des affaires qui considère qu'en fait, l'homme, c'est juste un point de PIB. Il n'y a pas de question culturelle, il n'y a pas de question civilisationnelle. Si un immigré travaille et puis, en gros, est là pour, voilà, à la limite, la droite va nous dire respecter les lois, et même là, on voit que même quand les lois ne sont pas respectées, finalement, on ne renvoie pas les gens qui devraient être envoyés chez eux. Ça ne cause pas de problème. Ça cause pas de problème. Donc, alliance de la gauche, qui est dans une vision marxiste culturelle, alliance de la droite, qui voit juste la question économique. Et les libéraux et les marxistes, au fond, se réunissent là-dessus. L'homme n'est qu'une unité économique. Et la question de la civilisation, la question de la culture, la question du changement de civilisation qu'on vit en Europe, en Occident, à cause de ces changements démographiques-là, ne sont pas du tout tenus en compte. Mais ça donne ce que ça donne en Suède. Ça donne finalement une désagrégation du peuple historique, des structures de l'État, la montée de l'insécurité, des codes culturels qui s'affrontent, une surcriminalité et une difficulté à reprendre les rênes. Parce qu'une fois que vous donnez la nationalité à ces gens qui, finalement, n'auraient pas dû être là dès le départ, là, c'est très difficile après de les renvoyer chez eux. Il faut faire des échanges de nationalité. C'est compliqué au niveau du droit. Et il y a l'État de droit, évidemment, la dictature des juges, en quelque sorte, qui empêche également les réactions populaires saines de s'exprimer à travers des décisions politiques par l'élection de partis patriotes ou nationalistes. Ce qui est inquiétant là dans le cadre de la Suède, c'est qu'il y a eu des rapports parlementaires donc, sur ces phénomènes de gang. Ouais. Il y a quand même 14 000 personnes qui seraient directement liées à un gang.
et 40 000 qui bénéficieraient de près ou de loin des activités des gangs. Et on a des réseaux extrêmement dangereux, notamment le réseau Foxtrot, qui est géré par Rawa Majid, qui a pour petit surnom le renard kurde. Et il y a une articulation autour de trois piliers, on pourrait dire. Tout d'abord, c'est l'extrême violence. On peut payer des gamins pour Ouais, c'est fou. liquider un type pour 10 000 balles. Il y a également le fait qu'ils recrutent des gamins parce que dans le système pénal en Suède, Les peines sont moins lourdes. les peines sont moins lourdes et surtout, lorsque l'on a moins de 15 ans, on n'est pas considéré comme responsable. Donc, ce jeune homme avec sa Kalachnikov, dans le pire des cas, il va passer devant un juge pour enfants qui Ouais. va décider de le placer dans un centre d'accueil, quelque chose comme ça, enfin bref, de l'esbrouf. Et troisièmement, c'est le fait que ce sont des structures déstructurées, ce qui est un peu paradoxal parce que les chefs se trouvent à l'étranger et qui donc ils peuvent opérer directement sur place. Est-ce que vous croyez que la réponse aussi, elle doit se faire d'un point de vue pénal? Parce que vous l'avez dit, de toute façon, ces populations, elles sont là désormais, ces gangs, ils sont implantés, ils ont la nationalité suédoise. Donc en fait, maintenant, même si on coupe l'immigration, qu'on a réduit à zéro, de toute façon, ces criminels sont sur place. Donc est-ce que la réponse, elle doit se faire par une politique pénale ferme, voire extrêmement ferme? On l'a vu par exemple au Salvador. Alors c'est un exemple qui est extrême, hein, mais parce que la situation l'était tout autant. Et changer justement de paradigme au niveau de notre rapport à la justice pour sévir fermement. Est-ce qu'on en est capable aujourd'hui en Occident? Je pense que ça dépend des pays. Ça dépend des pays. Il faut voir à quel point, justement, le marxisme culturel et l'inversion de la culpabilité entre la victime et l'agresseur est forte en Suède. Je ne sais pas à quel point, quel est l'état d'esprit des Suédois, mais oui, c'est ce qu'il faudrait faire, c'est évident. Il faudrait durcir. Après, sur la question, comment je dirais, de l'expulsion des binationaux, tout se fait dans l'histoire. Vous savez, l'histoire nous réserve des surprises. Donc moi, je ne ferme pas la porte à des solutions, même qui aujourd'hui peuvent nous sembler très radicales. On Oui, il voit n'y a jamais de fin de l'histoire, en somme. Oui, Non. ben non, c'est ça, il n'y a pas de fin de l'histoire. Je veux dire, sinon, l'Algérie aurait été éternellement française. Parce qu'il y a eu un enracinement européen en 1830 en Algérie. Voilà, c'est fini, c'est un département français. Ben, c'est pas terminé comme ça. Les populations européennes, elles ont été chassées. Donc, si on peut chasser les Européens d'Afrique, l'inverse peut être fait aussi, dans des circonstances, bien sûr, extrêmement dramatiques, là, pour le cas de l'Algérie. Mais on peut anticiper quand même des choses, des retournements de l'histoire. Donc, l'aspect pénal, pour moi, c'est la base. C'est pénaliser des gangs de rue qui tirent au AK-47, à la Kalachnikov, c'est un peu la base de toute civilisation. Si on n'est pas capable de faire ça, on n'est pas capable de faire grand-chose. Donc oui, évidemment, sur la question du laxisme judiciaire, ça c'est un combat à mener, je pense, pour tous les partis de droite nationale. Mais même franchement, même les partis sociaux-démocrates, ils devraient mener ce combat-là. C'est la sécurité de leurs électeurs, c'est la sécurité des gens. Je veux dire, quand on délègue une partie de notre pognon, de notre, comment je dirais, de notre légitimité à l'État, en quelque sorte, comme citoyen, hein, on paye d'abord pour se faire protéger. Oui, on paye pour avoir des services sociaux, pour avoir l'hôpital, les médicaments, que sais-je encore, dépendamment du modèle social dans lequel on se trouve. Mais on paye surtout pour que l'État ait le monopole de la violence légitime. Donc, si l'État n'est même pas capable de faire respecter ça, entre guillemets, hein, j'utilisais un terme rousseauiste, mais le contrat social ne tient plus. Et là, pour le coup, ben, OK, d'accord, ben, il faut penser à la légitime défense, pourquoi pas, si l'État n'est pas capable de faire les choses. Donc, vous voyez, tout ça, toute cette question, je pense, de l'apport de populations à tendance criminogène, remettent en question nos sociétés et, au fond, nos belles petites social-démocraties bien sympathiques, bien sympatoches, paisibles, calmes et pacifiques, fonctionnent bien parce qu'il y avait une sorte d'homogénéité. Moi, je le vois au Québec, c'est ça la vérité. Et une fois que ça s'est brisé, une fois qu'on est dans un changement démographique profond, bien, toutes les structures qui étaient mises en place et qui fonctionnaient, avec peut-être même un certain laxisme judiciaire, parce que finalement, il n'y avait pas de Suédois de 13 ans qui se baladaient avec des Kalachnikovs. Une fois que ça change, ben, tout le modèle est remis en cause. Et là, il faut opérer un changement de mentalité au sein du peuple d'abord, au sein de nos élites. Mais c'est pas facile à faire, c'est pas facile. Parce que les vieux réflexes, voilà, d'une espèce de sociologie un peu, comment je dirais, paresseuse, qui tendent à tout faire passer sur le dos du social. Hein, vous savez, c'est toujours la même chose.
Ah, ils sont pauvres, donc ils ont le droit d'être criminels. Oui, bon, les agriculteurs français vivent une crise sociale absolument phénoménale. Bon, ils se pendent, ils s'en vont pas flinguer des gens avec des AK-47 au Bataclan. Hein. Donc, je veux dire, à un moment donné, la pauvreté, elle a bon dos aussi pour expliquer ce qui se passe. Ça, encore une fois, c'est le prisme marxiste des socialistes de nous dire « Ah ben oui, ben, tout est une question économique. » Ben non, je suis désolé. Tout n'est pas une question économique. Hein, on ne peut pas réduire l'homme à simplement une unité économique. L'homme est avant tout enraciné dans une civilisation, dans une histoire, dans une structure mentale religieuse, dans un rapport au monde pluriséculaire qui se forme à travers des sociétés qui s'enracinent finalement dans des continents donnés, dans des conditions données, et on ne peut pas transplanter n'importe qui, n'importe où, et penser que ça n'a aucune conséquence pour les sociétés d'accueil, c'est faux. Et il faut que nos élites prennent ça en compte, même si les élites libérales regardent juste le PIB, même si nos élites socialistes voient juste la question sociale. Notre défi, je pense à nous, pour notre génération, c'est de faire exploser un peu ce cadre-là dans la tête de nos élites, déjà pour nos peuples et ensuite de nos élites, pour changer nos politiques. Ça sera très dur, mais ce n'est pas infaisable. Petite coupure pub assez rapide, sortez vos agendas parce que le 24 avril sort la plateforme Frontières Plus, la première de droite en France. Vous pourrez retrouver le reportage sur l'Argentine de Javier Milei ou encore celui sur la route migratoire des Balkans. De nouveaux projets très ambitieux, donc on se retrouve le 24 avril sur Frontières Plus. Et maintenant, place au rendez-vous des barons. Ce qui me dérange aussi, vous avez mis le doigt dessus, c'est le fait qu'il y a une forme de romantisation dès que ça concerne les criminels, les gangs, les bandes rivales. Parce que si on prend par exemple le cas du Salvador, bon, Bukele arrive, il règle un problème qui pour beaucoup était insoluble. Il détruit les cartels du MS-13 qui représentent, je pense, la lie de l'humanité. Et malgré cela, on a des associations, des ONG comme Amnesty International qui vont dire que ça ne respecte pas les droits de l'homme, etc. Et moi, quand je vois ça, je me dis que donc, ça signifie que dans la tête d'un militant d'Amnesty International, il vaut mieux qu'un jeune salvadorien qui décide de vivre tranquillement et qui un jour croise dans la rue le MS-13, ben, se prenne une balle de 9 mm dans la tête et que donc il y ait cet état de chaos perpétuel et qu'à la fin, ben, ça soit les civils qui payent le plus lourd tribut, celui du sang, qu'au final, il y ait une politique peut-être parfois avec des dérives. Il est possible que dans les prisons de Bukele, il y ait des innocents, mais que malgré tout, quand on fait un calcul bénéfice-risque, il est largement avantageux. Est-ce que vous pensez que ces associations, justement, elles ont une sorte presque d'amour pour ces bandes? Est-ce qu'elles ont tendance à sous-estimer le problème? Parce que là, dans le cas du Salvador, moi j'ai vu des communiqués d'Amnesty qui dénonçaient la politique de Bukele, alors que d'une part, il est très apprécié par la population, tous les sondages le montrent, et que d'autre part, il est fort probable qu'il ait sauvé beaucoup de vies innocentes en menant cette politique particulièrement ferme. Oui, ben, j'aurais tendance à dire que là, on est vraiment dans voilà, le christianisme dévoyé. Hein. C'est-à-dire que c'est les valeurs humanistes radicalisées qui viennent finalement, je dirais, philosophiquement du christianisme et de la mise en avant des droits humains, en quelque sorte, de ce Dieu fait chair, hein, cette connexion entre, très particulière, très européenne, au fond, une petite secte juive qui devient la grande religion de l'Empire romain qui se répand à travers l'Europe, qui est le christianisme. Cette rencontre, voilà, entre une obscure secte juive et la philosophie grecque qui donne le christianisme et qui mène à quoi? Qui mène finalement à une révolution anthropologique qui est celle de mettre la personne humaine au centre du monde, dans un renversement, comment je pourrais dire, philosophique, théologique, de Dieu enfin, l'homme qui prend la place de Dieu, en quelque sorte, dans l'aboutissement final de l'humanisme chrétien et des Lumières. Et ces organisations-là, comme Amnesty International, etc., sont dans cette longue lignée, au fond. Ils défendent les principes humanistes et les conséquences politiques de ce qu'ils défendent. C'est pas leur problème. Ils sont sur un domaine de principe. C'est la même chose avec le pape François. Aujourd'hui, on a une église catholique qui milite ouvertement, pratiquement, pour l'islamisation de l'Europe. Concrètement, avec l'ouverture des frontières, si un pays qui se dit lui-même chrétien et qui, au nom de son héritage chrétien, refuse des migrants venus du Proche-Orient ou d'Afrique subsaharienne islamique, vont se faire taper dessus par l'Église catholique. Donc, on est dans ce christianisme dévoyé. Je pense que c'est paradoxal parce que ce respect des droits de l'homme, au fond, c'est aussi ce qui fait la supériorité de l'Occident.
Je veux dire, on n'a pas envie, enfin, moi, personnellement, peut-être certains de vos auditeurs, mais j'ai pas envie de vivre dans la Chine nationale communiste où on peut flinguer un opposant avec une balle dans la tête, envoyer la facture de la balle à la famille parce que ça fait pas notre affaire, parce qu'il a dit un mot, tu vois, sur je sais pas quel réseau social contre le dirigeant en place. Remarquez que les sociétés occidentales vont pas jusque-là, mais quand même en Angleterre, on a des types arrêtés pour des mèmes sur X. Hein. C'est quand même une dérive liberticide très forte. Donc voilà, on n'est pas rendu à l'étape du national-communisme chinois, mais quand même. Par contre, il faut le dire, cet humanisme, le respect des droits de l'homme, ça fait un peu partie, selon moi, de notre supériorité civilisationnelle. C'est ce qui fait qu'à mon avis, l'Occident, qui repose sur 3 critères, le droit romain, la philosophie grecque, et évidemment en termes spirituels le christianisme, et puis aussi la base anthropologique finalement européenne, ça donne la plus grande civilisation qu'on ait jamais vue sur Terre, en quelque sorte. Et ça, pour moi, ça vient avec parfois des défauts, c'est-à-dire notamment parfois ce trop grand respect de la vie humaine, des droits humains. C'est aussi ce qui fait notre force morale. Donc, c'est toujours une question d'équilibre. Hein. On ne peut pas totalement abandonner ça. Moi, je veux dire, l'existence d'Amnesty International, ça ne me pose pas de problème, mais il faut juste qu'il soit à leur juste place. Et quand il y a un problème politique d'une telle ampleur, où il y a des narcotrafiquants qui prennent le contrôle d'un pays, ben oui, il faut régler le problème. Donc, pour moi, c'est normal qu'on ait finalement au sein de notre civilisation des contre-pouvoirs, hein, des sortes de curés, au fond, des curés de l'humanisme, qui nous disent, attention, c'est pas bien, hein, le pape au Moyen-Âge, il faisait des bulles encycliques pour dire aux chrétiens de ne pas se tirer dessus à l'arbalète parce que c'était une arme trop mortelle entre chrétiens. Bon, ben, devenez bien que les armées européennes utilisaient quand même les arbalètes malgré ce que disait le pape. Donc, c'est normal qu'on ait ces gens-là, ces curés de la bonne pensance, qui nous disent faut pas faire ci, faut pas faire ça, respecter les droits humains. Ça fait partie de nous, ça fait partie de l'Occident. Il faut garder ça en tête. Oui, OK, pas trop de dérives. En même temps, qu'il y a des problèmes structurels sur une société, ben oui, il faut régler les problèmes et parfois, ben, il faut serrer un peu la vis. Donc, après, évidemment, il y a la question du financement de ces organisations-là. Qui est là? Qui finance? Pourquoi il les finance? Les sociétés ouvertes, Soros et compagnie. On se met à voir maintenant des Soros de plus en plus de droite en Occident avec Elon Musk qui semble militer complètement pour Trump et puis là pour l'AfD également. Donc oui, il y a des questions aussi sous-jacentes d'intérêts particuliers qui peuvent financer ces ONG-là. Mais je dirais qu'en termes de philosophie politique, ça ne m'étonne pas du tout d'avoir des associations humanitaires même, qui dénoncent ça, parce que ça fait un peu partie de notre héritage philosophico-politique, en quelque sorte. Vous avez parlé du Royaume-Uni, donc ça va être un bon sujet de transition. J'ai une autre vidéo à vous montrer qui se passe au château de Windsor. Alors pareil, je vais vous la donner. Je suis un véritable boomer. Je pense que vous avez entendu déjà à peu près de quoi ça allait parler. Ouais. Je vous laisse appuyer sur le triangle juste au-dessus. Superbe décor, par ailleurs. Magnifique décor. Oui. Ça me rappelle le Caire. Oui, mais là, on n'est pas au Caire. Alors là, non, on est au château de Windsor, donc, qui est l'une des propriétés de la couronne britannique. Ouais. D'ailleurs, je crois que c'était le château qu'appréciait le plus Élisabeth II. Et donc, il s'agit du ftour, je ne sais pas si je le prononce bien, donc c'est le repas que font les musulmans pendant le ramadan, au moment où le soleil se couche. Le Royaume-Uni est arrivé à, je pense, un point de non-retour, de mon avis personnel, sur beaucoup de sujets, à la fois sur le sujet de l'islamisation du pays, mais également du progressisme, de la bien-pensance, du wokisme, de cette société multiculturelle, les deux mélangés. Vous pensez que le Royaume-Uni est perdu aujourd'hui? Bonne question. Moi, je trouve ça très intéressant, en fait, d'un point de vue conceptuel, si on veut, ce qui se passe au Royaume-Uni, parce que vous savez qu'en termes, disons, d'islamisation, la France est plus avancée que le Royaume-Uni au niveau démographique. Il y a plus de musulmans aujourd'hui en France qu'au Royaume-Uni. Or, les institutions britanniques sont beaucoup plus pénétrées par les réseaux musulmans. C'est là où on voit que malgré tout, malgré toutes les critiques qu'on peut faire à la laïcité française, pour contrer l'islamisation, ça fonctionne quand même mieux en France. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une superficialité de ça, qu'il n'y a pas d'influence islamiste dans les syndicats, par exemple, français, l'infiltration des réseaux fréristes, des frères musulmans. Tout ça existe, bien entendu. Mais disons que cette espèce de
comment je pourrais dire, de religiophobie institutionnelle française, qui est un héritage finalement de la lutte entre la République et l'Église au 19e siècle, c'est quand même, enfin, permet quand même une forme d'immunisation de la société française jusqu'à un certain point des réseaux islamistes. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, et c'est pas du tout la tradition britannique. La tradition britannique, j'en connais un rayon, n'est-ce pas? Parce que le Québec, qu'est-ce que c'est? Ben, oui, c'est l'Amérique française, mais c'est l'Amérique française dominée par l'Empire britannique depuis 1759, hein, depuis le traité de Paris. 1759, c'est la défaite pour nous, et 1763, c'est le traité de Paris. Donc, je suis un sujet de Sa Majesté Charles III. Donc, on connaît bien les Britanniques. D'ailleurs, pour les gens qui se posent la question quelle est la différence entre le Canada et le Royaume-Uni, mais le Canada, c'est la continuité britannique en Amérique du Nord, avec sa composante, donc nous, Canadiennes françaises, qui est une minorité nationale. Donc, je connais bien ça. Et d'ailleurs, la Constitution canadienne, qui a inscrit le multiculturalisme au cœur de son projet, finalement, de pays, hein, depuis 1982, le multiculturalisme est dans la Constitution canadienne, c'est totalement dans la lignée, je dirais, culturelle britannique. Et quelle est cette lignée, finalement, de gestion du religieux? C'est la question de la tolérance. C'est pas la laïcité. C'est pas la séparation stricte. Il faut une part d'intolérance pour appliquer une sorte de laïcité à la française. Il faut vouloir arracher les crucifix des écoles et foutre les curés dehors au 19e siècle. C'était très dur ce qui s'est passé face à l'Église catholique par la République française, à tel point que des ordres religieux, les bénédictins notamment, ont quitté la France, passé par la Belgique et ont fondé des couvents chez nous. Fonder des églises, parce qu'ils étaient persécutés par la République française. Il ne faut jamais oublier ça. Si les musulmans se croient persécutés aujourd'hui en France, ben les catholiques, c'était 10 fois pire, à quel point ils quittaient le pays au 19e siècle. Il y avait un vrai combat fort entre, finalement, les républicains et une partie, finalement, de gens qui avaient des sensibilités catholiques, monarchiques ou autres. En France, ça a été donc une lutte extrêmement dure. Le Royaume-Uni n'a pas connu ça. Et c'est très intéressant parce que d'un point de vue conservateur britannique, le fait de cumuler les traditions religieuses de toutes les populations qui font partie du pays, c'est vu de façon positive parce qu'on respecte la liberté individuelle des gens de pratiquer leur religion, on respecte l'aspect traditionnel des peuples qui ont leurs propres coutumes et on accommode tout le monde dans un esprit de tolérance. Il faut comprendre également que Charles III est un guénonien de René Guénon, hein, c'est-à-dire un penseur français qui réfléchissait à la question de la tradition et qui a même pris position radicalement contre l'Occident en faveur de l'Orient. C'est quelqu'un qui a déménagé en Égypte et qui s'est converti à l'islam en disant qu'en fait, l'Occident était la civilisation un peu du changement, de la modernité, donc du nihilisme, et qu'il fallait retourner vers l'Orient pour retrouver la tradition primordiale. Et donc, je simplifie là sa thèse, mais en gros, chaque religion, finalement, est une manifestation de la tradition primordiale humaine. Donc, pour lui, l'islam, ce n'est qu'une version, parmi d'autres, de concepts fondamentaux, religieux, anthropologiques, finalement conservateurs. Et c'est ce qu'il a nommé la tradition avec un T majuscule. Charles III est guénonien. C'est un lecteur de René Guénon. Et c'est pas surprenant de le voir rompre le jeûne, hein, parce que vous m'avez montré la vidéo là où il y a un appel à la prière et on rompt le jeûne là au château de Windsor, mais il a aussi lui-même distribué les dates, voilà, pour briser le jeûne lors du Ramadan. Ça ne m'étonne pas du tout des Britanniques. Les Britanniques pensent pouvoir faire cohabiter toutes ces populations, les Sikhs, les Hindous, les musulmans, voilà, tout ce beau monde, avec le principe de tolérance religieuse, en se disant les Français sont fous, ils sont religiophobes, ils sont islamophobes avec leur laïcité assimilationniste, et ils braquent les musulmans, et dans le fond, s'ils ont des attentats, moi je me rappelle que c'était ça le discours après les attentats du Bataclan et de Charlie Hebdo, c'est parce qu'ils provoquent les musulmans, ils ne sont pas assez accommodants avec les musulmans. Bon, finalement, on se rend compte qu'en Angleterre aussi, il y a eu des attentats, n'est-ce pas? Il y a eu les fameux gangs de pédocriminels protégés par la police, avec toute l'histoire de Tommy Robinson qui finalement dévoile ce scandale, et lui-même persécuté par l'État. Les gens qui dénoncent la collusion entre les services sociaux et la police envers ces gangs pédocriminels pakistanaises
aussi sont persécutés par la justice. Enfin, on a une corruption absolument totale. Au nom de quoi? Au nom du maintien de cette illusion de cette société harmonieuse, tolérante, multiculturelle, multiethnique, multiraciale, multinationale, multireligieuse. Donc, est-ce que vous me posez la question, pour revenir, long détour pour revenir à votre question, est-ce que le Royaume-Uni est perdu? Ben, difficile à dire. Il peut toujours y avoir un réveil des peuples. Mais on voit que dans la tradition politique britannique, c'est très difficile de réagir à tout ça. C'est très difficile parce qu'en fait, ça correspond à leur logiciel de tolérance religieuse. Et une fois qu'on a ça, se rajoute aussi un peu l'idée libérale, c'est toujours l'argument qu'on nous sort également au Québec, c'est la question du choix. La femme est voilée, bon, ben, elle choisit son voile. Donc, qui êtes-vous pour imposer à travers l'État une autorité supérieure? Donc, au fond, vous, les laïcards, les laïcards, c'est la même chose que les ayatollahs, ils veulent obliger les femmes à se dévoiler alors que les ayatollahs veulent obliger les gens à porter leur voile. Donc, c'est une vision strictement réductrice de la question de la liberté humaine, hein, comme si une petite fille de 15 ans qui est dans un milieu familial islamiste choisissait là, de se voiler. Bon, c'est un peu naïf quand même. Hein. C'est tout un contexte social qui permet ça. Mais ce logiciel, donc on couple à ça une forme de logiciel crypto-guénonien conservateur, la mentalité libérale britannique. Hein, finalement, la religion, c'est inaliénable, c'est le droit des gens de choisir la religion, de choisir leur pratique. Et c'est un droit inaliénable. Vous ne pouvez pas vous attaquer à ça. Bien, on a quoi? On a ce résultat-là. C'est-à-dire un accommodement de l'islamisation, voilà, du Royaume-Uni, qui est vu comme quelque chose qui s'inscrit dans la tolérance religieuse de l'Empire britannique pour ces populations qui étaient autrefois coloniales et qui maintenant deviennent nationales. Et quel est le ressort fondamental du peuple britannique, ou des peuples britanniques, des Gallois, des Anglais, des Écossais, des Irlandais du Nord, pour résister à tout ça? C'est eux seuls qui peuvent nous le dire, mais selon moi, ce sera très difficile. La France a un problème, selon moi, parce qu'elle est trop universaliste, c'est-à-dire qu'elle est... Hein, il y a le côté, nos ancêtres, les Gaulois, récitaient à des Sénégalais, là, cet aspect un peu naïf, je pense, de l'universalisme français, mais de l'autre côté de la Manche, il y a une grande naïveté aussi sur la tolérance religieuse. Donc, et c'est paradoxal parce qu'on voit qu'il y a deux modèles de société, hein, la France, laïcarde, assimilationniste, le Royaume-Uni plutôt différentialiste et tolérant au niveau de la religion. Finalement, on a les mêmes problèmes. On a djihad au quotidien, on a l'insécurité, on a une islamisation rampante, à des degrés divers. Et on voit que, selon moi, hein, tout ça démontre que le fond du problème, quand on compare la situation française à la situation britannique, c'est pas le modèle d'assimilation tant que ça. C'est pas le modèle de société, c'est les flux migratoires. La démographie impose sa loi. Et à mon avis, c'est ce qui va se passer en France à terme si rien n'est fait, s'il n'y a pas de sursaut. Le scénario Houellebecquien n'est pas à écarter complètement, avec des nuances. Là, je dis le scénario de Houellebecq, en référence à son livre Soumission, là, c'est une façon de couper court... finalement, c'est une réduction un peu de ce qui pourrait se produire, mais enfin, une caricature, mais c'est ce qui pourrait se produire en France. Et au Royaume-Uni, ça suivrait, à peu de choses près, le même scénario dans un contexte institutionnel différent. Donc, pour moi, ces deux exemples-là nous démontrent qu'en fait, le cœur du combat, selon moi, pour les patriotes, pour la droite nationale au sens général, mais même pour les gens de gauche qui veulent préserver la France comme ils le connaissent, avec une paix sociale relative, avec une qualité de vie, pas d'insécurité, même les centristes qui votent Macron, tous ces gens-là devraient quand même comprendre que le cœur du combat, c'est la question démographique. Et tant qu'on n'est pas capable de comprendre ça, on va avoir beaucoup de problèmes. Alors, je vais réagir à plusieurs choses. Tout d'abord, sur la question de la laïcité, c'est vrai qu'en fait, il y a une sorte de paradoxe avec la laïcité française parce que d'un côté, c'est la laïcité qui a affaibli l'Église catholique en France Bien sûr. et donc qui a permis, vu que la nature a horreur du vide, à l'islam de s'installer dans une société qui s'est détournée de la religion. Mais dans le même temps, c'est aussi la laïcité qui empêche cette infiltration, par exemple, dans l'administration de l'islam. Et d'ailleurs, pour avoir beaucoup regardé les réactions par rapport à cette vidéo, mais aussi par rapport aux illuminations à Londres pour le Ramadan, je voyais beaucoup de réactions de musulmans français qui disaient que
Ah, regardez, ils font ça au Royaume-Uni, en France, on est à des années-lumière. D'ailleurs, on a un phénomène de musulmans qui décident de quitter la France pour aller dans des pays beaucoup plus religieux. Donc, on voit qu'il y a quand même une forme de résistance en France qu'il n'y a pas au Royaume-Uni. Et là où je vous rejoins totalement, c'est qu'il y a une sorte de tradition au Royaume-Uni par rapport à ces questions multiculturelles. Déjà en 1968, on a Enoch Powell qui a fait son fameux discours des fleuves de sang, dans lequel il explique qu'une société multiculturelle à terme entraînera des problèmes d'insécurité majeurs. Personne ne l'avait écouté à l'époque, même si les sondages montraient que beaucoup de gens exactement pensaient comme lui. On a eu ensuite en Premier ministre Harold Wilson, donc Premier ministre travailliste, qui a poussé pour cette société d'autant plus multiculturelle. Ensuite, on a eu le mandat donc, de Margaret Thatcher, qui a joué un rôle aussi parce que, par exemple, dans l'affaire des grooming gangs, beaucoup de gens ont été étonnés du fait qu'il y a eu quand même énormément de victimes, mais qu'au final, peu de voix se sont élevées parce que les grooming gangs s'attaquaient à des familles déconstruites, des parents alcooliques, absents, drogués, etc. Et Thatcher a participé à aussi, on pourrait dire, à une destruction d'une classe prolétaire blanche au Royaume-Uni qui ne s'est jamais véritablement relevée depuis. Ensuite, on a eu l'affaire de Salman Rushdie avec les versets sataniques, qui a été quand même un gros moment à la fin des années 80, début 90. Et puis après, les attentats de Londres 2005, avec des bombes dans le métro, mais aussi dans des bus impériales. Et enfin, je dirais la cerise sur le gâteau, ça a été l'affaire des grooming gangs avec Tommy Robinson. Et là où c'est assez gênant, c'est que je m'attendais à avoir une forme de sursaut par le biais du parti de Nigel Farage, donc Reform UK, mais on voit qu'en ce moment, il y a une sorte de guerre des chefs à l'intérieur avec la personnalité de Rupert Lowe, qui est beaucoup plus à droite que Nigel, notamment parce que lui, il veut expulser plus d'1 million d'immigrés. Et on voit que même Nigel, qui avait promis au-dessus du parti conservateur Tory, n'arrive pas en fait à... Enfin, c'est une désillusion de plus en somme. Donc on a l'impression que le Royaume-Uni vit dans cette boucle perpétuelle et que en fait le sursaut paraît lointain. Est-ce que vous avez la même analyse? C'est intéressant. Vous avez dit beaucoup de choses. Je parle beaucoup. Non, mais c'est très bien. Mais sur la question, alors ça c'est... chasser le christianisme, vous aurez l'islam. Moi, je ne suis pas en accord avec ça. Je pense qu'en fait, la question de l'islam, c'est la question de la démographie. Parce que la France aurait pu être une société sécularisée si elle avait fait venir des Vietnamiens, il n'y aurait pas d'islamisation. Parce que c'est pas les... Je suis désolé, c'est pas les Français de souche européenne qui se convertissent en masse à l'islam. C'est un phénomène qui existe à la marge, une espèce d'assimilation inversée, aussi par le mariage religieux. On rencontre une femme musulmane au travail, à l'école, que sais-je encore, des types peuvent se convertir. Soit ce sont les plus radicaux d'ailleurs. Oui, évidemment, c'est la nouvelle foi du converti, là. Mais c'est un phénomène plutôt marginal. Le gros de l'islamisation en France, c'est la population immigrée d'origine musulmane. Je veux dire, si on avait fait venir autre chose, si les choix avaient été autres, s'il n'y avait pas eu le mur de Berlin, s'il n'y avait pas eu le communisme, on aurait peut-être fait venir des Estoniens, on aurait peut-être fait venir des Polonais en masse, des Lettons, des Roumains, des Tchèques, que sais-je encore. Ouais? Et là, ça n'aurait pas donné la même société. Donc, la France aurait pu se séculariser, sortir du christianisme sous l'effet de la modernité et des Lumières et de cette révolution anthropologique qui est complexe parce que c'est aussi le christianisme, c'est la religion de la sortie de la religion, c'est la religion qui finalement met l'homme au centre du monde, inverse la relation entre le temporel, sépare en tout cas la relation entre le temporel et le spirituel. Donc tout ça est très compliqué, le rapport que nous, finalement occidentaux, on entretient avec la sécularisation, avec le christianisme, parce qu'au fond, c'est un processus pratiquement interne au christianisme, la sécularisation. Donc c'est compliqué, mais je pense qu'on pouvait éviter l'islamisation si la France avait fait de meilleurs choix démographiques, la même chose que l'Angleterre. Sur la question du sursaut britannique, quand même, il y a eu un sursaut populaire, mais qui a été complètement réprimé. Il y a eu un attentat par un jeune homme d'origine rwandaise, et finalement, on s'est rendu compte qu'il était converti à l'islam, qu'il avait du matériel djihadiste chez lui, information qui avait complètement été cachée par les médias au départ. Et il y a eu une véritable
mobilisation populaire, des gens étaient en colère, se sont attaqués à des centres de migrants, se sont attaqués même, je pense, à des mosquées. Alors, tout de suite, la presse a dit, ça n'a aucun rapport avec l'islam, ça n'a aucun rapport avec les réfugiés, le type n'est pas réfugié, il est né en Grande-Bretagne, oui, bon, d'accord, mais d'origine immigrée et converti à l'islam radical. Donc, finalement, la colère populaire, je ne dis pas que les actions extralégales sont bonnes à suivre, mais je dis que les cibles visées, symboliquement, ben, c'était un peu quand même, ils ne se sont pas trop trompés. Donc, il y a eu une réaction, mais je dirais que la répression étatique britannique a été radicale, et Macron a évidemment applaudi. C'est toujours ça un peu le problème qui se passe dans ce genre de situation-là. Trop réagir trop fort, ben, ça donne les leviers institutionnels à la répression du camp patriote ou du camp nationaliste. Donc, est-ce qu'il faut réagir? Est-ce qu'on a raison de sortir dans la rue? Est-ce qu'il faut... C'est toujours la question entre les révolutionnaires et les réformistes. C'est jamais totalement clair, cette question-là. Ben pour le coup, les types qui sont sortis dans la rue, ils payent, là. Ils payent dans les prisons britanniques. Ils ont même fait de la place pour laisser entrer ces types-là. Donc, moi, d'un certain point de vue, on peut dire que c'est très désespérant parce qu'on voit la répression sur les gens qui ont fait ça. De l'autre côté, on se dit, OK, mais il y a quand même des forces vives de la nation qui se sont levées en disant, OK, là, on en a marre, quoi. Les attentats au couteau sont des enfants. Je rappelle que c'était horrible, quoi. C'était 3 petites filles qui allaient dans un cours de danse, qui se sont fait poignarder à coups de couteau, quoi. C'est la haine pure sur des enfants. C'est la folie, quoi. Vous avez connu ça en France en plus. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais Crépol, la petite Lola, enfin, il y en a tellement. Thomas, tout ça. On n'a même plus envie de penser, tellement ça nous choque, en fait, de tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Est-ce qu'il faut se mobiliser dans la rue? Est-ce qu'il faut se mettre à sortir les pancartes? Est-ce qu'il faut juste voter? Est-ce que c'est juste par la voie électorale? Il n'y a pas de réponse simple à ces enjeux-là, mais pour moi, ce qui est évident, c'est que les peuples européens, moi, j'ose croire qu'ils ont encore, et c'est le cas aussi pour les Britanniques, ils ont encore une pulsion de vie assez grande pour renverser la table. Et comme je le dis, vous savez, l'Europe était dominante au 19e siècle. Elle dominait l'Afrique, elle dominait le Proche-Orient, elle dominait l'Asie. Hein, mais il y a eu un déclin. Et les choses se sont renversées pour les Européens en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie. Donc, les populations asiatiques, africaines et proche-orientales qui semblent avoir le vent en poupe en Europe actuellement, ben, leur influence peut aussi décliner et les flux migratoires se renversent. Donc, tout est possible en histoire. Moi, je ne désespère pas. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas difficile. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas dans des situations extrêmement périlleuses pour tout le monde. Mais je crois véritablement au sursaut des peuples européens. D'autant plus que, bon, il y avait eu cet attentat particulièrement choquant. Je crois que c'était à Southwest, donc 3 petites filles tuées qui participaient à un concours de danse. Ouais. Mais il y avait aussi un attentat à la bombe à Manchester qui avait visé donc, des jeunes filles qui allaient à un concert j'ai oublié son nom, on le rajoutera en post-production, mais ce n'est pas la première fois qu'en plus des jeunes, des enfants, des adolescents sont touchés. Moi, il y a quelque chose qui me dérange, Monsieur Cormier-Denis. Alors, c'est une comparaison que j'aime pas trop faire parce que souvent, elle est réalisée un peu de manière trop rapide, parfois de manière trop appuyée, voire caricaturale, mais c'est que j'ai l'impression que le Royaume-Uni d'aujourd'hui est orwellien. C'est-à-dire Ouais. qu'on est dans une situation où, comme vous l'avez rappelé à un moment donné au début de l'entretien, on a des individus qui se font arrêter chez eux parce qu'ils vont aimer certains posts. C'est même pas eux-mêmes qui partagent certains contenus qui seraient considérés comme beaucoup trop choquants, mais parce qu'ils aiment certains contenus. Je rappelle que certains ouvrages ont été considérés comme des signes de radicalisation. Le fait, par exemple, de s'intéresser un peu trop à Tolkien, etc., ça pouvait être étrange. Je rappelle qu'également, en Allemagne, il y a eu récemment, là, il y a moins d'une semaine, une nouvelle campagne du gouvernement qui visait à mettre en place de la délation envers des individus qui, dans votre famille, pourraient être considérés comme un peu trop complotistes. On a quand même Tommy Robinson qui fait 18 mois de prison juste pour avoir dit la vérité sur les Grooming Gangs parce qu'il n'a pas respecté le secret de l'instruction. Enfin, est-ce qu'on est dans 1984 avec saupoudré d'islamisation en Europe ou comment ça se passe à ce niveau-là? Ben moi, je dois dire que je suis très surpris. Parce que s'il y a quelque chose qu'on peut donner aux anglo-saxons, c'est plutôt la common law, le libéralisme, la liberté de parole.
Et un reproche qu'on peut faire aux Français, c'est d'être... Oui, il y a sur le frontis des mairies, liberté, égalité, fraternité. La liberté de parole, quand même, historiquement, en France, il y a des lois quand même qui restreignent pas mal ça. Donc, je veux dire, naturellement, on a tendance à se dire que les Français sont plus liberticides sur la question de la parole que les Britanniques. Mais là, on a un renversement complet. En fait, la liberté de parole est plus facile en France qu'au Royaume-Uni. Qu'est-ce qui se passe avec les Anglais, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Ça devient fou. C'est-à-dire que cette logique de faire fonctionner cette société multiculturelle, je vais utiliser un terme macronien, quoi qu'il en coûte, non mais c'est ça, quoi qu'il en coûte, s'il faut brimer la liberté fondamentale de nos citoyens pour faire fonctionner notre société dystopique, multiculturelle, multireligieuse, on va le faire. Donc là, c'est aller très loin, hein, parce qu'ils sont en train de renier une partie, comment je dirais, de leurs principes philosophiques forts. En fait, c'est comme si la tolérance religieuse, hein, qui est aussi un de leurs principes, affrontait la question du libéralisme sur la question de la liberté d'expression. Et c'est comme si le côté tolérance, la volonté de faire fonctionner cette société tolérante sur les questions religieuses, de ne pas finalement mettre de l'avant ce qui pourrait ne pas fonctionner dans les rapports entre communautés, les Britanniques de souche, on va dire, et puis les nouveaux arrivants, plus ou moins nouveaux arrivants d'origine proche-orientale, évidemment beaucoup de Pakistanais. Hein, c'est la fameuse catégorie ethnique au Royaume-Uni, Asian, hein, les Asiatiques. Bon, ça veut dire Pakistanais, hein, quoi. Faut pas, bon, voilà. Pour traduire quand vous regardez les statistiques britanniques. C'est comme si ces deux principes s'affrontaient et le Royaume-Uni avait décidé d'y aller à fond la caisse sur la question de la tolérance pour, voilà, faire fonctionner cette société-là. Ce qui nous dit quand même que pour parvenir à cette société multiethnique, multireligieuse, on est obligé de brimer nos libertés fondamentales. Et quand même, au niveau de la démocratie, au fond, qu'est-ce qu'on a comme principe fondamental? La liberté d'expression. Si on ne peut pas s'exprimer en démocratie pour exprimer nos idées, ben c'est donc le débat d'idées n'est pas libre. Donc, je veux dire, à un moment donné, pourquoi pas, hein, on peut faire la critique de la démocratie, hein? On peut dire c'est un mauvais système, les peuples voilà, se laissent trop facilement manipuler par des démagogues ou par de la propagande. Donc, en fait, il faut une élite forte qui donne une impulsion au peuple. Moi, pas de problème, on peut retourner à Platon, Aristote et faire une critique radicale de la démocratie. Mais si on veut jouer le jeu démocratique, ben, donc, il faut quand même laisser les gens s'exprimer. Et leur malaise identitaire sur ce qui est en train de se passer, sur le changement de population et le changement de civilisation qu'ils vivent. Or, on voit qu'en fait, non. En fait, pour faire fonctionner cette société-là, cette société dystopique, multiethnique, multiculturelle, multireligieuse, ben, il faut brimer la liberté de parole, donc la démocratie. Donc, ça devient dystopique, en fait. Le modèle de société multiculturelle est plus important que des libertés fondamentales. Bon, ben là, je suis désolé, on se met à avoir un sacré problème en Europe. Et je suis très surpris, et ça, c'est vrai que c'est une surprise pour moi, je suis très surpris de voir qu'en fait, le Royaume-Uni est plus avancé que d'autres sociétés européennes, alors qu'on pourrait croire qu'ils ont une tradition de liberté de parole et de libéralisme politique qui est plus enracinée, qui est plus forte, vu leur histoire parlementaire, leur histoire finalement politique, oui, leur histoire institutionnelle même. C'est très surprenant de voir ce courant liberticide s'implanter au Royaume-Uni. Et je veux dire, face à ça, la France paraît bien plus libre en quelque sorte, ce qui quand même peut apparaître comme un retournement historique. Donc, c'est aux Britanniques, hein, on peut pas les sauver d'eux-mêmes. Malheureusement, c'est comme ça. Moi du Québec, vous de l'autre côté de la Manche, on peut bien les soutenir de façon morale, on peut bien leur donner notre appui, mais ce seront à eux de trouver les ressources, comment je dirais, oui, les ressources morales, les ressources psychologiques, politiques pour se sortir de ce pétrin. Moi, c'est vrai que je vais être assez cynique dans mes propos, mais je pars du principe qu'un peuple qui ne veut plus se battre pour défendre son identité, son histoire, ce qu'il est, mérite un peu de disparaître, hein. C'est malheureusement
l'histoire est ainsi faite. Si au bout d'un moment on est dans une volonté de passivité, voire qu'on se laisse faire totalement et qu'on donne même les armes à ceux d'en face pour nous détruire, je trouve que... moi je comprends qu'en face il y ait une volonté Ouais. de lutte alors que nous on l'a perdu. Donc c'est vrai que ce qui est assez inquiétant, c'est qu'au Royaume-Uni on a l'impression qu'il y a quand même, oui, un peuple qui veut se réveiller, mais que le gouvernement en face est dans cette logique de répression. Mais pour moi, c'est plutôt bon signe qu'il y ait cette logique de répression parce que ça montre une certaine fébrilité. Ouais, Ça veut dire qu'ils c'est se vrai. rendent compte qu'ils vont avoir de grandes difficultés à maintenir cette illusion pendant encore des décennies et des décennies. Et moi, je m'en frotte un peu les mains parce que je pars du principe que plus ils vont faire cela, plus les voix vont s'élever et qu'un jour, il y aura un sursaut, mais le réveil va être difficile pour eux parce que ce sera un sursaut qui sera basé sur tellement d'humiliation depuis des années et des années que quand ça va péter, ça ne va pas faire semblant. Donc, vous êtes un accélérationniste, finalement. Vous voulez que la chose se dégrade pour qu'il y ait Malheureusement, un réveil. c'est vrai que de mon point de vue, je pars du principe que malheureusement, vu qu'on les Occidentaux aujourd'hui sont endormis parce qu'ils vivent dans Un des confort sociétés de relatif. confort, Ouais. parce que le soir, ils rentrent chez eux, ils ont accès à leur série Walk sur Netflix, parce que ils ont leur petite femme, que le lendemain, ils font métro, boulot, dodo. Ils sont pris par tout ça. Donc, ils ne se rendent pas compte. Par moment, il y a le retour du réel qui s'impose à eux, soit par le biais des médias, soit directement dans leur vie personnelle, que ce soit chez eux ou chez leurs proches. Donc pour le moment, il n'y a pas eu encore ce sursaut, mais je crois fondamentalement que vu que la situation va connaître encore et pendant des années un certain déclin, au bout d'un moment, le chaos sera tellement tel que moi, je crois qu'à la thérapie de choc en réalité. Je ne crois qu'à cela parce que certains exemples nous le montrent. On parlait du Salvador tout à l'heure, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire la situation est tellement délétère que la seule méthode pour sauver le pays, ce sont des politiques d'exception. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, parfois c'est très dur, mais malheureusement, ça règle des problèmes. Et ce que je déplore, c'est cette absence de réelle politique, mais à tous les niveaux. De toute façon, ce n'est pas qu'au niveau d'ailleurs même de l'insécurité, de Non, l'immigration. C'est surtout, c'est d'un point de vue même économique. budgétaire. Ah oui, tout à fait, d'un point de vue économique. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que quand il y a du pragmatisme ailleurs, que ce soit aux États-Unis, en Chine, enfin, surtout chez les deux grandes puissances, eh bien l'Europe est toujours à rebours. C'est comme si elle voulait faire l'inverse du bon sens. Et d'ailleurs, ça va être la transition parfaite, puisqu'on va parler du 47e président des États-Unis, Donald Trump. Donc j'ai une ultime vidéo à vous montrer, un petit peu plus longue, je Ah, pense que vous l'avez ah oui. déjà vu. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because I'm you're in no answering position No to cards. dictate Ah that. là, pas les cartes en main, on You're dirait in qu'ils no font une partie de position risque d'ailleurs. to dictate what we're going to feel. We're going to feel very You will good. feel influence. We're going to feel I'm- very I'm good and telling very you, strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed From the yourself to be in a from very the very bad position, beginning and he of the happens war. to be right about From the it. very beginning of the war. You're not in Mr. a good Brown, position. I You don't was- have You don't have the cards right now, with us. Volodymyr. Alors, la question que je voulais vous poser, il y en a deux en réalité. C'est, est-ce que vous pensez tout d'abord que Donald Trump a bien fait de réaliser cette passe d'armes avec Zelensky? Et qu'est-ce que vous pensez plus généralement de la méthode Trump? C'est-à-dire cette méthode qui repose un peu sur l'art du deal, cette volonté de toujours aussi être en position de force. Ça, il l'avait appris avec l'un de ses mentors, Roy Cohn, qui était l'un de ses avocats, avec qui il a passé quand même beaucoup d'années, notamment ses jeunes années, quand il était purement dans le monde de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Enfin, les deux questions. À la fois, est-ce qu'il a bien fait de serrer la vis avec Zelensky et plus généralement la méthode trumpienne? C'est des grandes Grande question. J'ai fait des émissions entières là, sur une émission entière notamment sur cette rencontre. Bon, sur la question de la rencontre Zelensky-Trump qui a choqué beaucoup de gens dans nos démocraties libérales un peu familisées, molles, je dirais que il faut écouter l'entretien au complet. Il y a 50 minutes d'entretien. J'invite les gens à le faire avant de se faire une idée. Parce qu'en fait, au début de la conférence de presse, Trump est tout sourire. Hein. Il n'y a pas d'animosité.
Et il faut même remonter en amont. Hein. C'est qu'au fond, avec cette fameuse entente sur les terres rares que voulait signer Trump, là je rentre un peu dans les détails techniques, mais l'entente que voulait signer Trump avec Zelensky, il ne voulait même pas que Zelensky vienne à Washington. Il voulait signer l'entente. Voilà, l'Ukraine a signé. Et c'est les Ukrainiens qui ont milité pour que Zelensky aille à Washington faire des photos. Et là, durant la conférence de presse, qu'est-ce qu'a fait Zelensky? Il a contredit Trump. Il a été assez agressif. Il a voulu le reprendre sur différents trucs. Et il lui coupait la parole sans arrêt. Il a un peu énervé. Alors que le rôle de Zelensky, c'était plutôt d'être là et de signer l'entente. Et de faire des sourires aux caméras. Parce que le rapport de force n'était pas en sa faveur. Et d'ailleurs, pour moi, on va voir là, dans les prochains jours, parce que là, finalement, l'entente a été signée là, à l'heure où on se parle dans cette vidéo aujourd'hui même. Ça bouge, ça va sans doute bouger dans les prochains jours. Moi, je pense que l'objectif, c'est d'aller voir les Russes pour voir qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Et là, on va se rendre compte que Trump peut vouloir la paix, Zelensky peut vouloir la paix. Si en face, les Russes, ils ne veulent pas la paix, parce que si les Russes voulaient la paix, ils n'auraient pas envahi l'Ukraine il y a 3 ans, hein? La réalité, c'est dans une position géopolitique d'affrontement majeur. Et c'est pas parce que Trump débarque en disant « je veux la paix » que ça va nécessairement se faire. Hein. Ça va être très compliqué parce que l'Ukraine est jugée comme un enjeu vital, évidemment pour l'Ukraine. C'est leur avenir qui est en jeu, mais aussi pour la Russie, qui considère un peu que l'Ukraine, c'est à eux. Donc, ça va être extrêmement compliqué à résoudre. Et au fond, moi, mon analyse de tout ça, c'est qu'est-ce que Zelensky faisait là. S'il ne voulait pas signer l'entente, pourquoi il s'est déplacé à Washington? Parce que c'est au fond ça qu'il disait. Mais ils sont où mes garanties de sécurité? Vous ne me faites pas rentrer dans l'OTAN. Donc, dans 5 semaines, la Russie, dans 5 ans, dans 10 ans, les Russes nous réattaquent, veulent nous dénazifier, nous démilitariser. Vous allez être où, vous, les Américains? Vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique. Nous, on est là. On va passer le prochain siècle avec les Russes. Donc, il nous faut des garanties de sécurité. Et il considérait en fait que l'entente n'était pas bonne. Bon, mais si Zelensky et les gens qui sont derrière lui, les militaires ukrainiens, etc., considéraient que l'entente n'était pas bonne, qu'est-ce qu'il foutait à Washington? Donc Trump avait un peu raison de s'énerver. Après, la méthode Trump de brusquer son adversaire, je pense que sa méthode... mais c'est la même chose avec la guerre des tarifs douaniers au Canada. Il pose, excusez-moi, je vais utiliser un terme un peu vulgaire, mais voilà, il pose ses couilles en quelque sorte sur la table. Et il dit, moi je suis les États-Unis, je suis la superpuissance et je ne vais pas faire des courbettes diplomatiques. Vous allez vous pencher et c'est moi qui domine. Vous allez mettre le genou à terre. C'est moi la grande puissance. Vous nous êtes soumis. On a un rapport de force qui nous avantage. Et c'est fini le blabla, le flafla, là, en faire croire qu'on est amis, alors que finalement, les États-Unis font de la prédation économique sur le Canada, sur l'Europe depuis des années. Ils vous volent vos fleurons, Alstom, etc. C'est rien de neuf, hein, la prédation américaine économique sur l'Europe. Trump est juste beaucoup plus brut de décoffrage. C'est sa méthode. Donc, les apparences ne sont plus gardées. Parce qu'en fait, il dit non, on est dans un rapport de force. Et d'ailleurs, vous allez, vous, là, les petites social-démocraties européennes molles, là, qui pensez qu'on va toujours vous défendre contre je ne sais pas trop quelle menace, la Russie ou autre chose, il faut que vous dépensiez 5% de votre PIB maintenant dans l'armement. Et en passant, ça va être des F-35 que vous allez acheter. Pas des Rafales, hein? Lui, il ne veut pas enrichir d'assaut. Donc, en fait, Trump, il assume le rapport de force très brutal que les États-Unis ont. On est la superpuissance. Vous êtes des social-démocraties molles européennes. Vous ne pouvez rien faire. Eh bien, c'est comme ça, c'est ça qui est ça. Et le Canada, c'est la même chose. Vous n'êtes même pas capable de conserver votre souveraineté dans l'Arctique. Hein. Vous savez que c'est des brise-glaces américains qui patrouillent dans l'Arctique, canadiens, parce que le Canada n'investit pas là-dedans. On se paye d'une belle petite social-démocratie au Canada, mais pas pour l'armée. Parce que la population, oh là là, l'armée, c'est méchant, nanani, nanana. Bon, on est défendu par les États-Unis, donc ça veut dire que la souveraineté, on ne l'a pas tant que ça. On est quand même une espèce d'État succursale des Américains. C'est ça la réalité. Et Trump nous revient avec ça en disant, en fait, voilà, c'est ce que vous êtes. Vous êtes un État vassal et on vous traite comme tel. Donc, moi, c'est ce que j'appelle l'apocalypse Trump. L'apocalypse, qu'est-ce que c'est? C'est le mot grec pour révélation. Trump nous révèle, c'est quoi les rapports de force réels en Occident? Les rapports de force réels en Occident, c'est ce qu'on sait. On le sait tous depuis 1945, qu'est-ce qui s'est passé. L'inféodation de l'Europe de l'Ouest aux États-Unis. Trump nous dit, ouais, c'est ça. Et depuis l'effondrement du bloc communiste, cette alliance, parce qu'au fond, hein, les pays d'Europe de l'Est, la Pologne, les pays baltes sont bien contents d'être protégés par les Américains. Hein, il ne faut pas penser que c'est des gens qui sont manipulés par des méchantes élites américaines. Ils ont vraiment peur des Russes. Hein. Vous parlez à des Polonais, des Baltes, pour eux, c'est pas
c'est pas une fumisterie, là. Il y a vraiment des tensions géopolitiques majeures, une histoire difficile, non pas seulement avec l'URSS, mais avec la Russie également tsariste. Donc, il y a une mémoire aussi de la domination russe dans ces peuples-là. Et évidemment, hein, ces gens-là cherchent à avoir une alliance de revers contre la Russie. Pour la Pologne, ça a été longtemps la France. La France, vu sa perte de puissance géopolitique, ben maintenant, la grande alliance, c'est avec les États-Unis. C'est pour ça qu'ils achètent du matériel américain, ils n'achètent pas du matériel français. Enfin bref, hein, c'est toute la complexité aussi de la mise en place de l'Europe de la défense. Macron, il est en perte de vitesse sur le plan domestique. Il a dégoupillé sa grenade pour les législatives. Il y a les premiers ministres là, qui sautent les uns après les autres. Ça ne fonctionne plus au plan domestique. Il essaie de rayonner sur le plan international. Et évidemment, la France, c'est la carte qu'elle peut jouer parce que c'est la grande puissance nucléaire de l'Union européenne. Donc, on joue à créer l'Europe de la défense. Oui, mais pour l'instant, en Hollande, en Belgique, en Allemagne et en Italie, ce sont les ogives nucléaires qui sanctuarisent ces pays-là. Hein. Ce n'est pas les ogives nucléaires françaises. Et les Américains, selon moi, ils ne lâcheront pas l'OTAN parce que ça fait quand même partie de leur intérêt stratégique de vendre leurs armes. C'est ça, au fond. Donc, le style Trump, c'est quoi? C'est, ben ouais, c'est nous la superpuissance. Et quoi? Vous voulez faire des trucs, les Européens? Ben voilà, levez-vous, là, montrez-nous de quel bois vous vous chauffez. Ah, vous êtes des demi-mous, vous ne savez pas trop, vous voulez qu'on reste en Europe, mais vous voulez votre petite indépendance géostratégique. Non, non. La réalité, là, on en a marre de juste tout faire pour vous. Nous, on ne se paye pas des social-démocraties, on ne se paye pas une grosse social-démocratie. Il y a un État social aux États-Unis, mais c'est assez minimal. Nous, on paye pour l'armée, on paye pour vous défendre. Là, c'est le temps, là. Vous voulez, là, l'Europe, ben allez-y, les gars. C'est votre tour. Et en passant, si vous voulez qu'on reste, vous allez prendre 5% de votre PIB, vous allez acheter du matériel américain. Donc, en fait, est-ce que ça change sur le fond? Non, c'est la domination géostratégique des États-Unis sur l'Europe qui se maintient. Seulement maintenant, il n'y a plus le jeu d'ombre est terminé. On est face à la réalité concrète des rapports de force. Et Trump assume ça. Au risque, et ça c'est le risque diplomatique, c'est de trop s'aliéner des alliés. Parce que la forme diplomatique, c'est les ronds de jambes. Hein? C'est ça la diplomatie. C'est finalement passer un contrat pour voler votre adversaire, mais en lui faisant un beau sourire. Trump ne fait pas le beau sourire. Il nous dit non, c'est ça, en fait, je te prends ton truc, et puis c'est ça qui est ça. Donc après, est-ce que ça pourrait avoir des conséquences à long terme dans les relations transatlantiques? Oui. C'est ça un peu le danger. Moi, c'est ça qui me dérange un peu sur cet aspect-là. C'est l'idée que Trump pourrait, en quelque sorte, devenir toxique pour la droite européenne. Parce qu'avec ce comportement-là, il va être vu de plus en plus comme simplement un prédateur et pas comme potentiellement le leader dont on peut s'inspirer pour notamment combattre le marxisme culturel dans nos pays, rétablir la liberté d'expression, rétablir un petit peu de libéralisme économique et finalement prendre l'exemple trumpien, l'adapter à nos situations nationales. Hein? Évidemment, parce que les Français ne sont pas des Américains, ils n'ont pas les mêmes sensibilités, c'est pas la même chose. Mais il y a des choses, par exemple, dans l'aide internationale, hein, le USAID là, qui finançait le théâtre transgenre au Guatemala, et puis finançait jusqu'à la BBC, quoi. Alors, on se disait, mais pourquoi l'argent des Américains finance la BBC, tous les trucs gauchistes à travers la planète? Trump met fin à ça avec l'aide d'Elon Musk. Il faut se poser la question en France. Hein? Il y a des politiciens français qui ont commencé à faire ça, à se poser les questions, OK, mais les cours des comptes, qu'est-ce qu'il y en est, l'aide à l'Algérie, nanani, nanana. Donc, on voit que ça donne des exemples positifs. Mais il ne faut pas que Trump, dans ses bons coups, par sa diplomatie un peu brutale, fasse en sorte que les bonnes réformes qu'il fait à l'interne ne puissent pas être répliquées à l'externe et que ça mette des bâtons dans les roues pour les autres partis, soit les partis nationaux populistes, soit les partis plutôt de droite de gouvernement ou les partis à tendance identitaire, on va dire, en Europe. Donc ça serait un peu ma légère critique de cette diplomatie. Ouais, plusieurs choses. Je pense que vous avez tout à fait raison. Le processus de paix est loin d'être gagné parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'avait dit Poutine au tout début de l'invasion, c'est-à-dire qu'il voulait dénazifier l'Ukraine et qu'il voulait tout simplement, sans le dire explicitement, mais un gouvernement de connivence avec la Russie, un homme de paille. On sait que l'obsession de la Russie depuis déjà l'URSS, c'est d'avoir ce glacis protecteur qui les a toujours protégés dans leur histoire d'un point de vue militaire. Après, je pense que Poutine a manqué de
de discernement et qui s'est fait un petit peu avoir par ses services de renseignement. Il pensait que ça serait une guerre rapide, que beaucoup d'Ukrainiens allaient adhérer. C'était ça, 14-18, hein? Voilà, dans 2 semaines à Berlin. Dans 2 semaines, on termine, ouais. alors que ça fait déjà 3 ans. Je pense qu'il s'est fait avoir avec ça. Il a fait une énorme erreur stratégique, c'est-à-dire qu'il a recréé un sentiment national et une unité nationale en Ukraine qu'il n'y avait peut-être pas jusqu'alors. Et là, pour le coup, les Ukrainiens sont chauffés à blanc. Je vous interromps. Je vous en prie. La frontière avec l'OTAN est beaucoup plus grande maintenant parce que la Finlande a rejoint l'Alliance Bien sûr. Atlantique. Le sentiment anti-russe. Alors évidemment, d'un point de vue français, encore plus, du Québécois, bon, la Russie, c'est loin. Quoi qu'on partage une frontière quand même avec l'Arctique. Donc il y a quand même une rivalité géostratégique sur la question de l'Arctique. Disons que ce n'est pas existentiel. Mais je veux dire, pour les Finlandais, les Baltes et les Polonais, c'est très concret, la Russie. C'est pas un truc abstrait, là. On comprend que pour les Français, ils n'ont évidemment pas le même rapport à la Russie, c'est pas la même histoire, ils n'ont pas de domination tsariste de la France. Donc c'est normal. Mais pour les peuples, si on veut comprendre la mentalité des peuples d'Europe du Nord et d'Europe centrale, c'est une toute autre histoire. Et forcément, l'invasion en Ukraine a réactivé ce qui apparaissait un peu comme une propagande anti-russe, en disant, bon, voilà, c'est les Américains qui en font des caisses sur l'impérialisme russe, c'est pas si grave que ça. Bon, ben avec l'invasion de l'Ukraine, malgré tout, ça a justifié un discours anti-russe très, très fort. Et quand on regarde, par exemple, la scène politique polonaise, c'est pas un truc de gauchiste, là. C'est la droite nationale forte en Pologne, elle n'est pas pro-russe. Elle est nationaliste polonaise. Et elle voit la guerre hybride qui lui est menée à travers la Biélorussie, à travers notamment l'envoi de migrants, comme quelque chose d'existentiel et de fondamental. Donc, oui, voilà, il y a vraiment une confrontation géostratégique qui est en place, en fait, actuellement en Europe centrale. Et ce que la Russie a fait, ben, c'est une tentative de reprendre le contrôle. Hein. On est face à un peuple, et ça, c'est une... On rentre dans un tout autre sujet, là, celui de la guerre en Ukraine, mais il y a quelque chose qu'on a sous-estimé. Je pense que nos élites ont très mal anticipé la chose. Ils ont vu ça comme une guerre d'un tyran. Hein, c'est Poutine est fou. Poutine a complètement perdu le Nord. D'ailleurs, sa santé mentale ne va pas très bien. Bientôt, il y aura un putsch. Hein. Je me rappelle, au début de la guerre, on nous disait, ah, voilà, son régime est déstabilisé. Bon, en fait, on s'est rendu compte de quoi? Ben, que c'est une guerre de la Russie. C'est-à-dire, derrière Poutine, il y a des gens dans la société russe, ils ont faim. Ils ont faim parce qu'ils ont été humiliés par la défaite de 1991, la défaite géostratégique et les fondements de l'URSS. C'est une réalité, là. Quand Poutine dit c'est une tragédie géopolitique, il a raison. Il y a des millions de Russes qui sont restés à l'extérieur des frontières. Et les Russes, une fois qu'ils reprennent un peu de leur superbe, ben, ils ont envie de reprendre ce qu'ils considèrent comme leur espace naturel, de grande puissance. Ils se voient comme une grande puissance qui a été lésée en 91. Ce n'est pas des gens qui vont se laisser faire. Donc, il ne faut pas juste voir ça comme, au fond, la guerre d'un petit tyran devenu fou. Il y a toute la société russe qui considère que l'Ukraine, ben, c'est la petite Russie, c'est un peu à eux. Donc, et c'est quelque chose de fondamental pour les Russes. Donc là, on est dans un affrontement, je dirais, de grande ampleur. Et on peut, nous, vouloir la paix si... ou nous, le camp occidental en général, parce qu'on est lassé de cette guerre, on n'est pas capable finalement de soutenir des guerres plus que 30 secondes. Là, hein. Après un cycle médiatique, on se dit « Oh, la guerre en Ukraine, ça va, quoi. » Les Slaves qui se tombent sur la tête, en quoi ça nous concerne? Arrêtons tout ça et puis tout va bien se terminer. Oui, mais c'est ça, en vérité, si la Russie ne veut pas la paix, ben, il n'y aura pas de paix. Hein? Les deux objectifs, vous l'avez rappelé, dénazification, c'est-à-dire changement de régime, et là, on ne parle pas juste de faire pâtir de Zelensky, là. C'est éliminer le nationalisme ukrainien. Il faut comprendre ce que ça veut dire. D'une part, et puis la démilitarisation, c'est-à-dire, au fond, soit on peut voir ça comme la neutralisation totale de l'Ukraine en termes géostratégiques, soit une inféodation géopolitique, comme a connu la Biélorussie. La Russie qui met la main, finalement, sur un pays satellite et qui le contrôle pratiquement de A à Z. Les Ukrainiens nationalistes qui se battent depuis 3 ans, ils ne se laisseront pas déporter au goulag par Poutine, parce que là, il faut voir ce que ça veut dire dénazifier. Si tout nationalisme ukrainien est considéré comme un national-socialiste, adorateur de Stepan Bandera, le sort qu'il aurait réservé dans la Russie actuelle, c'est pas très enviable. Donc les gars, ils vont se battre jusqu'au bout. Ça va pas être simple à régler comme question, malgré la volonté un peu pacificatrice de Trump. Et je pense que il faut comprendre, il faut essayer de se détacher émotivement de ce conflit-là. Ça ne veut pas dire de ne pas prendre parti, là, mais il faut essayer de se détacher et essayer de comprendre ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, ce sont des enjeux fondamentaux
pour au moins deux nations, c'est-à-dire l'Ukraine et la Russie, et avec un environnement continental européen, en Europe centrale et en Europe du Nord, très tendu. Très tendu. Ça ne se réglera pas si facilement. Et selon moi, les Américains peuvent se sentir très loin de tout ça, mais malgré tout, ils sont pris dans leur système d'alliance, qui est l'Alliance Atlantique. Et l'Alliance Atlantique, ben, moi, c'est ce que je dis toujours, ça sert leurs intérêts, parce que ça sert leur fameux complexe militaro-industriel. Ils vendent des armes. Donc, est-ce qu'ils veulent vraiment qu'il y ait l'Europe de la défense dominée par la France et son industrie, sa propre industrie militaire? Pas tant que ça. Donc, ils vont quand même continuer de protéger leurs alliés en Europe centrale. Moi, c'est un peu ce que je crois. Mais vous avez bien fait de rappeler que les Russes sont à la fois très résilients, mais ils ont aussi un esprit revanchard. Ils ont très mal vécu la fin de l'URSS. D'ailleurs, il y a des sondages qui ont été publiés qui montrent qu'il y a énormément de Russes qui sont nostalgiques de l'URSS. D'ailleurs, la vraie opposition de Poutine, ce sont les communistes. Et il y a aussi une autre dimension qu'il faut prendre en compte, c'est la thérapie de choc vers le capitalisme, qui a été très compliqué pour les Russes. Ouais. D'ailleurs, on se souvient du poulet Bush, donc Bush père qui avait fait envoyer des centaines de tonnes de poulet pour nourrir la population parce qu'il n'y avait plus rien. Donc, il y a eu toujours ce sentiment d'humiliation, sans oublier le fait que chez une partie des néoconservateurs américains, il y avait cette volonté de balkaniser la Russie, c'est-à-dire de la fragmenter en tout un tas de petits États pour réduire sa puissance. Vous voulez réagir à quelque chose? Non, c'est parce que vous me parlez de la thérapie de choc russe. C'est pour vous dire que le prochain premier ministre canadien qui n'est pas élu, Mark Carney, qui remplace Trudeau, c'est quelqu'un qui a travaillé pour Goldman Sachs et c'est quelqu'un qui a été également banquier de la Banque du Canada, de la Banque d'Angleterre, qui a la triple nationalité canadienne, britannique et irlandaise, donc c'est un citoyen de l'Union européenne. C'est vraiment une caricature de l'élite mondialiste, entre guillemets. Mark Carney, c'est quelqu'un qui a travaillé sur la libéralisation du système économique russe à l'époque, je pense au début des années 2000. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, même le premier ministre canadien actuel qui remplace Trudeau, non élu, a un lien, finalement, avec cette thérapie de choc de la Russie. Il faut dire aussi, je reviens sur la question russe, on s'est trompé aussi sur la figure de Poutine. On pensait que Poutine était un radical. En vérité, Poutine est un centriste. Derrière lui, il y a des gens beaucoup plus radicaux que lui. Et c'est la même chose pour Zelensky. Zelensky était vu par les nationalistes ukrainiens comme un petit Justin Trudeau, hein? Un acteur sans envergure. Il a désarmé d'ailleurs les milices les plus radicales quand il est arrivé au pouvoir pour leur redonner les armes après l'invasion. Il était vu comme un mou. Hein? Les gens qui le voient comme un vote-en-garde, mais il faut voir que derrière Zelensky, les nationalistes ukrainiens, eux, ils veulent se battre beaucoup plus que lui. Ils le considèrent un peu comme un modéré. C'est la même chose pour Poutine. Derrière Poutine, il y a Medvedev et il y a des types beaucoup plus anti-occidentaux, beaucoup plus radicaux, qui veulent limite... Dugin, par exemple. Oui, Dugin, notamment, le plus connu, évidemment. Quelle est son influence réelle sur le Kremlin? On ne sait pas. C'est peut-être surfait son influence, mais en tout cas, dans les médias occidentaux, il est présenté comme une influence en Russie. Il y a des gens beaucoup plus radicaux que Poutine, en vérité, en Russie. Donc, il ne faut pas se limiter à se dire, voilà, on est face à un dictateur qui est dans des rêves de conquête. C'est plus complexe que ça. C'est une nation qui a un sentiment d'humiliation et qui veut sa revanche. Moi, vous savez, j'appartiens un peu à l'école historique qui pense que la Seconde Guerre mondiale était un peu inévitable. Parce qu'en vérité, l'Allemagne était humiliée après sa défaite de 14-18 et elle voulait reprendre sa revanche. Et je rappelle qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, il n'y avait pas un soldat étranger sur le sol allemand. Et malgré tout, l'Allemagne s'est effondrée militairement. Et les Allemands, ils avaient faim hein, dans les années 30. Benville l'avait très bien perçu avec les conséquences politiques de la paix. Il Exactement. avait dit que le traité de Versailles allait mener de facto à la Seconde Guerre mondiale. Oui, Benville est incroyable. À une Allemagne qui serait à la fois sociale et nationale. Il utilise ces termes-là. Alors que personne ne connaît le Parti national-socialiste allemand n'est même pas fondé. On ne sait même pas qui est Hitler. Il parle d'une Allemagne réarmée, nationale et sociale. Donc, il faut relire Benville. Mais pour le coup, oui, moi, je suis partisan un peu de cette thèse-là. Et je pense que la confrontation géopolitique avec la Russie, au fond, elle était peut-être inévitable. Dans un sens dialectique de l'histoire, peut-être qu'on s'en allait vers ça. Parce que les Russes ont faim et ils ont été humiliés. Et on ne se sauvera pas d'une confrontation géostratégique. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir la Troisième Guerre mondiale avec des ogives nucléaires. Mais on est déjà dans une confrontation, au fond. On est déjà dans cette confrontation. C'est une guerre froide 2.0, de toute façon. Oui, exactement. Avec des guerres de proxy, c'est exactement la même chose.
L'émission touche à sa fin, Monsieur Cormier-Denis, mais vous connaissez la tradition de l'émission puisque vous êtes déjà passé à l'époque. Est-ce que vous avez 3 livres à conseiller et 3 films à conseiller? Alors, je vous avais pas prévenu en amont parce qu'au moins comme ça vous permet Tout à fait. de faire parler votre cœur et vos envies. Donc, est-ce que vous avez 3 livres à conseiller à la communauté et 3 films également? Ça peut être moins, on n'est pas à 1 ou 2 près. Ben, pourquoi pas Jacques Bainville, on vient d'en Ah, parler. c'est- Ben, allons-y, les conséquences politiques de la paix. Mais non, mais c'est vrai, c'est à cette ère, justement, de qu'est-ce que c'est un empire en déclin? Qu'est-ce que c'est un peuple humilié? Qu'est-ce que sont les nations profondes et leurs réactions par rapport à des défaites militaires? Oui, il faut relire ça. Je pense que c'est fondamental. Donc ça, Bainville, comme quoi, il y a des esprits, toujours des esprits brillants en France depuis tout le temps, en fait, et encore aujourd'hui. Autre livre, je reviens de l'Institut Iliade, donc j'ai envie de vous dire, allez sur l'Institut Iliade, le manifeste de l'Institut Iliade, là, j'ai commencé à lire ça aujourd'hui même. Très intéressant, hein, la question identitaire dans une optique pan-européaniste. C'est quelque chose que je pense qui peut être... Enfin, il y a des sources, je dirais, intellectuelles là-dedans qui sont stimulantes, même pour les gens qui ont des tendances franco-françaises, souverainistes, gaulo-maurassiennes, la France seule. Malgré tout, à travers la réflexion sur le rapport de la France à l'Europe, ça peut être extrêmement stimulant. D'ailleurs, il y a plusieurs courants au sein de l'Institut Iliade qui met beaucoup de l'avant la pensée de Dominique Vénère. Article, d'ailleurs, ça me fait penser à un ouvrage, là c'est vraiment un thème français, ouvrage que j'ai lu il y a quelques temps maintenant, que j'ai trouvé fascinant, c'est l'histoire de la collaboration de Dominique Vénère sur la complexité en fait de ce qui s'est joué avec l'occupation allemande, des petits politiciens de la Troisième République qui connaissaient des francs-maçons, ils étaient dans les cénacles tout à fait... le marais politicien de la Troisième République, Pierre Laval, et qui termine sa carrière en voulant la victoire de l'Allemagne nationale-socialiste, par opportunisme politique. C'est un destin incroyable, en fait. Et la complexité de toute cette période, avec finalement Pétain, qui, lui, il ne veut pas la victoire de l'Allemagne. Hein? La thèse de Vénère, c'est la thèse qui voulait sa revanche, mais qu'il était là pour amortir le choc, hein? La fameuse thèse du bouclier et de l'épée avec De Gaulle à Londres. Darlan, tout ça, toutes les ambiguïtés de cette époque-là, c'est très fascinant. Hein? Des gens qui, finalement, n'étaient pas séparés par grand-chose au niveau idéologique, se sont trouvés des deux côtés, soit de la collaboration, soit on essaye de faire avec la défaite, on reste sur place, et il faut négocier avec les Allemands parce que les Allemands sont là, et on va essayer de protéger le plus qu'on peut les Français, soit, on s'en va chez les Anglo-Américains et on va essayer de combattre l'Allemagne. Fascinant ce livre, je l'ai trouvé extrêmement stimulant d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue politique. Donc, c'est vraiment ce que je conseille, l'histoire de la collaboration de Dominique Vénère. Et puis, c'est votre histoire nationale, donc ça mérite d'être lu. C'est intéressant d'un point de vue québécois. Et ça nous rappelle aussi que dans notre propre famille politique, il y a des sensibilités sur l'affrontement géostratégique, il y a des sensibilités pro-ukrainiennes, il y a des sensibilités pro-russes. Et c'est ce qui s'est passé, finalement, en 1940. Il y avait des sensibilités des deux côtés. Maurras, le plus grand germanophobe que la France avait connu, s'est retrouvé associé à l'Allemagne. Il y a des retournements dans l'histoire comme ça. Et le camp national de l'époque a été extrêmement divisé. Encore aujourd'hui, on est dans ce genre de situation-là. Donc, on peut faire des parallèles. Hein. Je sais qu'on est un peu lassé des parallèles sur la Seconde Guerre mondiale, toujours sans arrêt. On nous fait les parallèles avec ça. Mais pour le coup, quand ça s'applique, c'est intéressant de le voir. Pour ce qui est des films, alors, j'ai vu récemment le film de Robert Egger, Nosferatu. Qui reprend évidemment... Je l'ai beaucoup aimé aussi, Ouais. je l'ai beaucoup apprécié. Le film qui reprend le film des années 20, 1920. Alors, je dois dire, je n'avais pas vu 1920, je n'avais pas vu la réadaptation des années, je pense, 70 avec Isabelle Adjani. Donc, je me suis tapé les 3 films. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, il a un aspect, j'ai quasiment envie de dire, cet opus pratiquement pornographique, un peu. Alors que... Oui, il y a une dimension érotique dans le film qui est pas cachée d'ailleurs. Hein, mais qui a toujours fait partie du mythe de Dracula ou de Nosferatu. Oui. On le voit aussi dans le film de Coppola d'ailleurs. Il y a moins une dimension lubrique dans le film de Coppola que dans celui d'Egger, mais c'est surtout le plan de fin.
Oui. notamment sans divulgacher, pour reprendre un terme québécois, mais sans divulgacher. Mais c'est un très bon film. De toute façon, il fait des films très esthétiques. Hein. Oui. J'avais beaucoup apprécié de V. Northman aussi. Oui, The Northman, The Witch aussi. je sais pas si Oui, vous il y a avez vu mon accent est pitoyable, mais The Lighthouse aussi, Oui. avec William ça. J'ai pas vu ça. Dafoe, par contre. très, très bien. Ouais. Donc, vous disiez Oui, un bon réalisateur. Ma foi, je n'ai pas été au cinéma récemment, pour être honnête. J'ai vu ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est sorti? Un bon film de droite, là, récemment. Je ne pourrais pas vous dire. Malheureusement, c'est ça. Oui, j'ai bien aimé The Northman. Ça date de quelques années maintenant. Euh, je me suis tapé. Alors, non, c'est pas une recommandation. Jeune, j'étais très fan des films Alien. Vous savez, cette créature venue de l'espace. Ça a marqué mon imaginaire. Bon, c'est devenu une espèce de franchise maintenant, malheureusement. C'est un peu dommage. Ça n'a pas été trop une grande réussite, à mon avis, là, le dernier opus Romulus, mais les Américains sont bons pour les effets spéciaux. C'est dommage, hein, le cinéma français. Moi, je suis un fan quand même du bon vieux cinéma français. Un film que, alors, ça va être complètement ringard, mais j'assume mon côté ringard, voilà, à votre chaîne. Ouais, il y a un film qui a marqué mon enfance également, c'est L'Aventure, c'est l'Aventure. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Si. Si. Bon, ben, ça, c'est quand même avec Aldo Macione et puis Jacques Brel, même, qui est là-dedans, incroyable. Donc, à voir ou à revoir pour le public français, redécouvrir quand même votre cinématographie parce que vous avez des Oui, belles pièces. il y a aussi les films de Melville, tout ce qui est Le Samouraï, Le Cercle Rouge. Il y a quelques très très bons films d'auteurs français où on ne parle pas d'un Afghan. Oui, qui viennent Les frères débarquer. Oui. Deliveroo, qui est transsexuel, qui rencontre une bourgeoise dans le 16e. On en est très très loin. Il y a eu des grands films hein, dans le cinéma français. Hein. Bien sûr, tout à fait. Et, Il faut redécouvrir aussi sa cinématographie nationale, tout à fait. Et la France est quand même un grand pays qui rayonne à ce niveau-là. Donc, on a les 3 films et les 3 livres. Ça marche. C'est super. Merci beaucoup, Monsieur Cormier. Ben non, c'est moi qui vous remercie vraiment. Toujours un plaisir de venir ici voir les Vous êtes frères bienvenus. français. Les frères français, les frères québécois. Merci beaucoup. Merci à Et vous. on se dit donc à une prochaine fois pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Barons. N'hésitez pas à aimer, commenter, à partager. C'est très important pour le référencement. Et on se retrouve à très vite. Ciao, ciao.